Bonjour et bienvenue pour cet nouvel épisode de Pixel Café. Comme vous le savez peut-être, le concept est 4 personnes réunies pour une discussion autour d'un café. Nous sommes aujourd'hui en présence de Thomario. Bonjour. Dr D. Bonjour. Marty. Bonjour. Et moi-même, Berrios. Et nous allons parler aujourd'hui de ces personnages vides dans le jeu vidéo, qui sont si fréquents, soit parce qu'ils n'ont pas de passé, parce qu'ils sont amnésiques, ou bien ils n'ont pas de parole, comme Link ou Shell, voire même ceux qui n'ont simplement aucune personnalité malgré tous les efforts des développeurs. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer par exemple avec toi, Thomario. Est-ce que tu as un personnage dont tu aimerais nous parler, qui t'a marqué ? Très bien, je pensais pas introduire le sujet, mais pour écouter un peu ce que vous avez à dire par rapport à tout ça, mais j'ai noté quelques petits trucs, quelques petits personnages. Bon, je suis déjà outré que tu aies directement cité Link, car Link a beaucoup de personnalité. Mais je pense qu'on va en débattre un petit peu plus longuement de juste Link. L'un des premiers personnages qui m'est venu à l'esprit quand tu as cité le thème, c'était Gordon Freeman, héros de Half-Life. Alors, voilà, et c'est là où ça va devenir intéressant. Qu'est-ce qu'on définit comme personnage vide ? Si c'est l'absence de parole, Gordon Freeman est clairement le personnage le plus vide qu'on peut imaginer. Et c'est drôle parce que les développeurs du jeu jouent beaucoup sur l'idée. Souvent, il y a des petites références comme quoi ils parlent pas, et bon, il y a beaucoup d'humour, et ils sont très doués pour ça. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut bien faire la distinction entre un personnage qui ne parle pas et un personnage qui manque de charisme, parce que Gordon Freeman, pour moi, a beaucoup de charisme. Après, c'est vrai que le développement de son passé est à peu près égal à 0. Donc voilà, je sais pas ce que... Je vois que tu lèves la main. Ouais, non, c'est vrai que c'est assez intéressant que tu fasses cette distinction, parce qu'on a beaucoup de personnages assez différents dans ce type-là, qui finalement sont définis par beaucoup d'autres choses que le simple fait de pouvoir parler. Comme Gordon Freeman, c'est vrai qu'il a aussi plein de relations avec plein de personnages qu'on a l'air de beaucoup l'apprécier, et que ça peut aussi nous renseigner sur son caractère, sur la manière qu'il a d'être vu par les gens autour de lui. Et c'est vrai que ça peut travailler aussi à sa personnalité. T'as pas tort de commencer avec ce personnage-là, il est assez intéressant à ce niveau. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait... Oui, vas-y, docteur D. Merci. Oui, moi j'ai envie de m'exprimer pour poser une nuance dans ce qu'on appelle les personnages vides ou les personnages coquilles vides. À mon sens, il y aurait deux types de personnages. Alors, d'abord, il y a ceux en fait qui sont vides parce qu'on n'a rien mis dedans. Il y a ceux qui sont vides à la base parce qu'on va les remplir, si j'ose dire, tout au fil de l'histoire. Donc les personnages... typiquement de ce type-là, ce sont plutôt les personnages d'histoire au long cours, les jeux de rôle en particulier, et ça ouvre sur deux cas de figure. Ceux pour lesquels on doit découvrir leur histoire personnelle en avançant de l'histoire, ou ceux pour lesquels on doit créer leur histoire personnelle en faisant des choix pour eux. Et ça, c'est quelque chose d'un peu plus récent, qui est apparu essentiellement avec déjà les jeux... dont on est le héros, si j'ose dire, façon libre, dont vous êtes le héros, avec tout ce que Telltale nous a fait très récemment pour en donner ce qui, selon moi, en est l'achèvement actuel, par opposition à des personnages comme... tu parlais de Link tout à l'heure, Thomario, c'est un assez bon exemple, ou alors, ce qui me semblerait encore plus intéressant, mais de nouveau pour retourner du côté des jeux de rôle, ce serait un personnage comme Ryu, qui est le héros. Chaque fois, c'est un autre héros dans chaque épisode de la série Breath of Fire, où c'est un personnage dont on ne sait pas grand-chose sur lui. Il est à la fois coquille vide, dans le sens où il est amnésique, il a très peu de connaissances sur ce qu'il avait vécu avant, et pourtant c'est souvent un personnage qui est ancien comme le monde, vu que c'est un dragon. Et l'autre aspect, c'est qu'en plus, il ne parle pas du tout. Ce qui fait que les quelques interactions qui sont de l'ordre des choix du joueur sont juste proposées sous forme de choix, mais on ne sait pas exactement ce qu'il dirait. Et ça pousse beaucoup plus, et c'est là quelque chose de plus ancien, le joueur à s'identifier et à s'imaginer
ce qu'il aurait dit à la place du héros. C'est un autre processus d'identification que d'être très très impliqué en ayant un perso qui porte tous les choix de la personne. Je pense que Dr. D a eu un gros traumatisme avec ce jeu Breath of Fire dont personne a entendu parler, sauf lui. Faux, c'est un très Non, bon jeu. c'est un jeu très connu, je n'ai jamais joué par contre. Ah, bah, donc, c'est ce que je dis. je pourrais pas en dire quoi que ce soit sur Ryu, mais par contre je suis intrigué. Du coup, qui est Ryu? Est-ce que tu as une idée, après plusieurs jeux, de savoir qui est ce personnage? Alors, en fonction du jeu, je te répondrai que c'est ce qu'on en fait, parce qu'il y a quand même pas mal de choix qui peuvent être proposés dans la plupart des jeux, mais... Attendez, il s'appelle Ryu le personnage? Ryu, oui. Ah, comme celui de Street Fighter, absolument. Ils ont beaucoup d'imagination chez Capcom. C'est toujours Capcom, en effet, mais du coup ça a un sens tout à fait particulier. En fait, dès les premiers épisodes de la série, c'est un personnage vide au sens le plus péjoratif. C'est le personnage pas très très riche qu'on peut trouver dans une série de RPG. Et si on avait gardé exactement le même personnage vide d'épisode en épisode, ça aurait été la catastrophe. Mais arrivé au deuxième opus, déjà, on arrive à quelque chose de beaucoup plus intéressant avec un développement, des choix personnels qui ont des conséquences sur la fin du jeu. Et plus on avance là-dedans, et plus on va aller vers des choses beaucoup plus personnelles. Alors, c'est un moment que tu avais levé la main, donc je vais peut-être te laisser parler, Marty. C'est très très gentil de ta part. Non mais je vais revenir sur ce que disait Dr. Z, c'est vraiment, par exemple pour Z, oui, non. Dr. D. Z, oui excuse-moi, j'ai joué à Borderlands, vois-tu. En fait c'est vraiment l'histoire, c'est qu'au niveau du gameplay, de mettre une coquille vide, ça permet vraiment de se mettre à la place du personnage, car finalement on contrôle un personnage, et si c'est une coquille vide, ça justifie un peu plus les actions qu'on peut lui faire faire. Donc du coup, ça permet peut-être d'avoir un milieu un peu plus immersif. Le fait que, je sais pas, dans Golden Sun, ou même dans Pokémon, ou n'importe quel autre RPG, vous ne faites que répondre par oui ou par non, c'est vous qui modelez entre guillemets l'aventure. Après, c'est vrai qu'il y a des jeux qui arrivent un peu mieux, par exemple Breath of Fire, qui ont un gros impact sur le scénario, alors que dans Pokémon, vous répondez oui ou non si vous voulez devenir la Team Rocket. De toutes les manières, on va vous inciter à dire oui, et si tu dis toujours non, bah à la fin c'est oui quoi. Donc je trouve que le concept de coquille vide est très intéressant, mais la plupart du temps assez mal exploité. Ben justement, sur ce point-là, comment tu exploites la coquille vide, ça revient à quelque chose qui revient souvent. C'est un personnage dans lequel on peut se projeter, finalement, où tu peux déverser un peu de ta personne à l'intérieur. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression souvent que c'est aussi une manière de pas trop se fouler, de pas avoir à créer un personnage intéressant, et juste après dire bah on va vous laisser faire le reste du travail, vous les joueurs? Moi je pense que justement il y a un personnage qui m'est venu au moment où on parlait là, et c'est assez rare. C'est un personnage qui a vécu une évolution il me semble qui arrive très rarement dans le jeu vidéo. C'est le personnage principal de Dead Space, Isaac, qui a commencé, si je me trompe pas, dans le premier voire le deuxième épisode, il est complètement muet. Et à partir du 3 ou à partir du 2, je sais plus. Du deuxième, ça part du 2. Il commence à avoir plus de personnalité dès le deuxième. Mais est-ce qu'il parle encore? Est-ce qu'il parle déjà? Parce qu'il me semble qu'à partir de 3, ils avaient décidé de faire en sorte qu'il parle, et ça avait posé plein de questions. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça va pas enlever baisser l'immersion du jeu? Puis bon, si c'est à partir de 3, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est ça. Du coup, le 3 a été beaucoup critiqué. Je pense pas que c'est juste à cause de ça, mais là on a voulu donner une personnalité à un personnage qui en avait pas spécialement beaucoup à la base, et visiblement ça a pas beaucoup plu. Ça a un petit peu fait foirer le truc. Donc, mais c'est vrai que il me semble que c'est assez rare des personnages qui n'ont pas de voix, pas de personnalité, puis qui tout à coup en ont une. C'est vrai que c'était intéressant l'évolution de Isaac. Dans le premier épisode, il est quand même défini aussi par la relation avec son ex, qui est très importante dans le scénario. Il y a un peu des visions qui lui sont personnelles, qui sont montrées. Donc ça, c'est vrai que c'est une manière intéressante aussi de donner un peu de personnalité au personnage que tu incarnes, justement, en voyant le monde autour de lui et comment lui le voit. Parce qu'il y a un aspect aussi de folie assez présent dans Dead Space, qui est très personnel à ce personnage. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, il s'est pas mal enrichi, ce personnage. J'ai pas joué au troisième non plus, mais c'est assez intéressant. Un autre exemple qui est assez divisant dans la communauté, c'est Samus Aran,
qui a passé Alors, beaucoup... déjà, tu dis Aran. Oui, moi je dis Aran. C'est un poisson, ça. Continue, Samus. Alors, je vois que même ça divise. Qui a eu de nombreux épisodes qui ont eu beaucoup de succès auprès des fans, où elle ne parle pas, ou presque pas. C'est le même cas qu'Isaac, il me semble. Et soudainement, il y a eu l'épisode Over M, qui n'a pas plu à beaucoup de personnes à cause, en grande partie, de la manière qu'elle a d'être représentée. Ouais, le scénario de ce jeu a pas du tout plu à la plupart des joueurs. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le jeu, mais... Et j'ai trouvé intéressant justement que Nintendo s'attaque un petit peu de temps en temps à une histoire. C'est assez rare de leur part, donc je trouvais ça vraiment sympa. Après, on était bien sûr, mais pour moi, pour moi c'est une évidence dans les jeux de Metroid. On est beaucoup dans le cliché, on est beaucoup dans... Enfin, c'est très... voilà, il y a un clan militaire, ils ont été éduqués comme ça. Et puis, on voit dans Metroid Prime 3 aussi, il y a énormément de clichés sur la Fédération Galactique. Donc, pour moi, ça me dérange pas spécialement que le scénario de Other M soit un petit peu cliché. Mais voilà, c'est vrai que ça peut déranger. Mais au fond, ça me fait penser que finalement, est-ce que vous pensez pas que le fait d'avoir un personnage entre guillemets coquille vide comme Samus, les gens étaient déçus quand ils ont un peu vu le scénario parce que finalement, un personnage coquille vide, ça te permet de fantasmer le personnage. Ça permet de fantasmer un peu ce qu'elle pense, ce qu'elle croit et compagnie. Et dès que tu l'entends juste parler, bah, tu te dis, ah ouais, non, je me l'imaginais pas comme ça, et forcément, ça va induire chez toi une déception. Ouais, tout à fait. À mon avis, c'est le même syndrome qu'on a quand on lit un livre qui est adapté ensuite au cinéma. Enfin, il y a plein de gens qui détestent voir les adaptations d'un livre parce qu'ils l'ont lu avant, ils ont imaginé le personnage, ils lui ont donné une voix, ils lui ont donné une personnalité, même si c'est décrit dans le livre. On donne toujours un peu une autre personnalité à des héros, et voilà, je pense que c'est un peu le même syndrome. Au fond, je pense que ce qui est important avec un personnage coquille vide, c'est lui donner une attitude. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il paraisse être juste un pantin. C'est vraiment, tu sens que c'est vivant, tu sens que c'est quelqu'un, quoi. Mais tu te fantasmes un peu son caractère. Je sais pas, tu regardes Samus dans les Metroid Prime, tu ressens la peur qu'elle a, tu sens qu'elle a peur, tu sens elle a des petits cris quand elle a mal, des choses comme ça. C'est vivant. Elle a une attitude, mais au fond de ça, tu imagines sa personnalité. Et ça, je pense que c'est finalement un personnage coquille, on va l'appeler comme ça, hein, vu que j'ai l'impression que tout le monde comprend, que c'est un personnage coquille qui est bien amené, qui est bien construit, qui a sa place, alors qu'un personnage coquille un peu plus, on va dire, j'ai un exemple en tête, Golden Sun, voilà, il fait que oui, que non, il sert qu'à ça, et puis après, bon, les sprites, ça permet pas de montrer une émotion, mais finalement, ça amène pas grand chose. Alors, vous voulez rebondir, Dr. D? Volontiers. Effectivement, j'aurais tendance à dire que si on compare Samus et Link, autant Link est un personnage coquille vide pour qu'on puisse à la limite se projeter dedans, autant Samus c'est plutôt le personnage muet qui n'est pas vide. Elle a une raison de ne pas parler, souvent c'est qu'elle n'a pas d'espace où le faire. Elle n'a pas d'interaction avec d'autres personnages. Ouais, exactement. Aussi. Et l'idée de la faire communiquer, c'est quelque chose qui est apparu avant Metroid Other M. Il y a un épisode qui est littéralement lié à Other M en particulier, qui est Metroid Fusion, où elle a des flashbacks, où elle commence à interagir avec un terminal qui lui-même lui fait penser à son ancien chef, et on a toute une série de flashbacks quand elle prend l'ascenseur. Et très bon jeu d'ailleurs. Ouais. Et ça contribuait à expliquer pourquoi elle ne parle pas. Elle parle beaucoup dans sa tête, entre autres choses, et ça nourrit plutôt le côté charismatique du personnage que nous pousser à lui faire des choix ou autres. On n'est pas vraiment dans cette logique-là parce qu'on n'est pas dans un RPG. C'est aussi pour ça. Et vu le type de personnage qui est plutôt à la Terminator, si j'ose dire, c'est logique qu'elle raconte pas sa vie au moment de tout flinguer. Ouais, c'est vrai que Samus, c'est un personnage qui est très vieux déjà. Dans ses premiers jeux, on n'avait pas non plus beaucoup de mémoire pour pouvoir avoir des univers très expansifs ou quoi que ce soit. Et ça, comme tu disais avant, Thomario, c'est vrai que c'est intéressant. Moins on en a, enfin je crois que c'est toi qui parlais de ça, moins on en a sur les personnages, ou bien c'était peut-être Marty, peu importe, plus on va finalement créer aussi cette histoire, la mythologiser nous-mêmes, se dire ce personnage, voilà ce qu'il vit, voilà ses intentions, et aussi voilà l'univers dans lequel il évolue. Et c'est vrai que Samus c'est très intéressant. Un autre personnage dont j'aimerais peut-être parler, parce que ça m'avait pas mal surpris à l'époque, c'est le personnage de Portal. Parce qu'on passe tout notre temps à pas voir ce personnage, presque on peut à peine l'observer, et c'est une femme. Ce qui est assez une autre question, mais c'est assez rare dans les jeux qu'on ait un personnage féminin
imposé aux joueurs. Et ce point-là, finalement, a créé ce personnage qui, du coup, il avait une dimension qui était un peu supplémentaire, qui était plus curieux, parce qu'on pouvait l'observer juste par interstice, ça n'était jamais vraiment montré. Et avec le deuxième épisode, ils lui ont donné un nom. Je crois qu'il en avait pas. Il y était dans le premier. Dans le premier, il avait un nom. Bien sûr. Mais pourtant, elle continue à pas avoir beaucoup d'interactions, mais c'est un personnage que je revois souvent comme étant un personnage aimé par les femmes. Mhm. Donc je me demande si vous avez un avis sur pourquoi ce personnage a eu un impact, alors que dans ce cas-là, vraiment, on est dans sa peau, c'est plus une coquille vide, même, on voit à travers ses yeux. Est-ce que vous avez un... Pour moi déjà, c'est pas un personnage. Je sais pas ce que tu veux dire exactement dans le sens où c'est une femme, donc ça, pas que ça pose souci, C'est mais un que peu- ça te dérange peut-être. C'est un peu le seul point qui la différencie, parce que dans le premier épisode, vraiment, il n'y a rien qui vient d'elle. Il n'y a rien qui vient du personnage, c'est tout toi qui le fait. Et tout soudainement, et c'est une femme. Et en fait, c'est le seul point d'accroche qui la différencie d'un autre personnage qui pourrait être généré aléatoirement. Mhm. Et le Oui, fait que ça a été imposé aux joueurs. Oui, bon, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup. Je pense qu'il a priori, il n'y aura pas de Portal 3, donc on n'en apprendra pas beaucoup plus, a priori. Mais c'est vrai que c'est un personnage que moi je trouve très intéressant, sympa, et je trouve qu'il a du charisme. Dans le premier, pas trop, honnêtement. Honnêtement, dans le premier, Shell, tu la vois à 2 secondes, elle fait son premier portail dans sa cellule, tu vois son reflet, entre guillemets, et tu vois sa tête, et franchement, c'est pas hyper glamour, mais je trouve qu'ils ont réussi à lui insuffler. Déjà, ils ont changé un petit peu le design, elle devient un petit peu plus agréable à regarder, pas dans le sens sexy du terme, hein. Je trouve qu'elle est juste mieux modélisée, et à travers certaines cinématiques, on la voit en action, pas à la première personne. Et je trouve intéressant, moi j'aime bien ce personnage. Après, le syndrome par rapport à Portal, c'est que je pense qu'à la base, le tout premier jeu n'était pas censé être un jeu à scénario, en tout cas pas à scénario très développé. C'était un petit jeu qui était inséré dans la Orange Box. Ça n'avait pas de but spécifique, et je pense que par rapport au succès qu'il a eu, ils ont voulu développer le scénario et les personnages. C'est là que je pense que c'est pour ça qu'à la base, ce personnage, en effet, c'était juste une femme et rien de plus, quoi. Mais je pense qu'il a été développé après par la suite. Il y a même un comics qui est sorti pour raconter un petit peu l'histoire autour de ce personnage. Et ouais, non, moi c'est un personnage que j'apprécie en tout cas. C'est un personnage qui est intéressant parce que tout le long du truc, et tu te dis qu'est-ce qu'elle fout là. Enfin, moi, c'est vraiment ça qui m'a porté de l'intérêt. C'est qu'est-ce qu'elle fout là, que ce soit un homme ou une femme, je m'en fous. C'est juste qu'est-ce qu'elle fout dans cette cellule et pourquoi. Bon, après, le scénario nous en apprend un peu plus, mais quand on y repense, ce personnage-là a autant d'importance que le Companion Cube, quoi. Ils parlent autant les deux, c'est juste qu'il y en a un qui peut pas se déplacer, mais... Le Companion Cube est beaucoup plus important. C'est un personnage très charismatique. Le Companion Cube, il a plus de charisme que le personnage que tu incarnes. C'est ça que je trouve. Non, c'est volontaire, c'est fait exprès. Après, oui, c'est l'humour Portal, c'est tout mais ça. Ils sont arrivés, il y a les... C'est bien la coquille vide. Enfin, t'as des personnages coquilles vides que t'incarnes, t'as d'autres personnages qui sont des coquilles vides exprès, un peu style le héros de Watch Dogs, qui est juste un archétype stéréotypé qui a perdu toute sa substance entre le premier trailer et ce qu'on a connu après. Je veux dire, pour moi, ça c'est vraiment des vrais coquilles vides. C'est des personnages où on t'impose une personnalité mais qui est juste chiante. En off, tu nous avais parlé de Desmond Miles dans Assassin's Creed. Voilà, c'est vraiment des personnages qui... Tu sens qu'ils ont été juste mis là avec une personnalité lambda pour remplir une espèce de cahier des charges. Et je pense qu'il faut vraiment faire gaffe à pas confondre les deux. T'as un personnage qui a une personnalité et des personnages qui n'ont pas une personnalité comme Samus, comme Link, comme même Donkey Kong quand on y repense. Ils n'ont pas de personnalité, ils ne parlent pas, mais ils ont une attitude. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait le personnage, c'est l'attitude et tout l'imaginaire que tu te fais autour de ce qu'il peut penser ou de ce qu'il est. Parce qu'après tu t'appropries le personnage et chacun a une vision différente de Samus ou de Donkey Kong ou de Pac-Man ou de Game & Watch. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi personnellement. Ok, Encore quelque chose pour conclure? Ok, dans ce cas-là, on aura fini avec cet épisode. Merci d'avoir écouté, c'est la fin de ce Pixel Café. 6e épisode. 6e épisode. Si vous voulez nous suivre, vous pouvez venir sur notre page Facebook ou sur le site de l'association, Pixel au pluriel, association@unil.ch. Juste .ch. .ch simplement. Ça a changé depuis. D'accord.
Ah oui, je dis faux. Merci beaucoup et à une prochaine.